Mesdames et messieurs, bonjour. À ma droite, à votre gauche, Webster, Voilà. la vedette de Limoilou, issu du collectif Limoilou Stars déjà, il y a longtemps. Et quelqu'un vraiment que j'admire. J'admire l'intellect, l'activisme, les réflexions. Et aujourd'hui, on va parler de toi, de où est-ce que tu es rendu présentement dans ta carrière, mais aussi de Rap Keb. Webster, la dernière fois qu'on a eu une bonne discussion substantielle, c'était l'été dernier au festival Level Up. Quand on s'est croisés, puis tu revenais de Katmandou, je crois. Right, ouais, j'en revenais 2 jours. Tu faisais crier Rap Keb à des gens en Inde. Donc ça, moi, ça m'a marqué l'imaginaire, c'est absolument incroyable. Donc, ok, premièrement, Web, ça fait très longtemps que tu rappes au Québec. Tu rappes depuis avant que les rappeurs québécois rappent en français. Oui, 95. 95, ok. 1995, où est-ce qu'on savait pas qu'on pouvait rapper en français? Je rappais en anglais. Écoute, comme plusieurs de ma génération, on a commencé en anglais, puis à un moment donné, moi, j'ai passé au français en 2003. Quand le rap keb était plus assumé déjà, tu sais, comme les Ils vont crever, les Sans Pression, les Rain Man, les Mosaïen, tout le monde est débarqué vraiment avec nos réalités québécoises, afro-québécoises, avec notre accent, joual. Donc, SP qui disait un tabarnak, là, ça pouvait surprendre initialement sur un album qui ressemblait à du Wu-Tang ou du East Coast habituel. Ben, c'est ça, donc j'ai pas passé par la phase rap français de France. Oui, exact. Il y en a plusieurs qui le font. C'est vrai. Il y en a plusieurs qui sont passés de l'anglais au rap français avec l'accent français. Oui, ça c'était fascinant. Oui, c'était particulier. Oui. Puis donc moi, je suis comme, à ce moment-là, je continue en anglais. Mais l'anglais, c'est pour ma première langue. Donc, je suis bilingue, mais j'ai pas la subtilité, autant d'un point de vue de vocabulaire, du travail des idées, mais aussi d'un point de vue d'accent. Et Dieu sait aussi que t'es quelqu'un qui a une plume incroyable. Je sais que tu prends beaucoup de plaisir à écrire, puis à travailler les doubles sens, puis à faire réfléchir avec la plume. Donc peut-être que c'est ça, tu trouves qu'il te manque de couleur un peu dans une langue qui n'est pas maternelle pour toi. Il te manque de couleur à ta palette pour réussir à peindre le tableau. Ben exactement. Et donc c'est comme ça que finalement j'ai décidé de passer au français. Surtout que c'était à une époque où tranquillement justement avec cette explosion, cette première explosion du rap keb, les gens n'étaient plus autant dans le rap en anglais. Et pour moi, c'est devenu un peu une manière de survivre, c'est-à-dire de continuer à faire du rap et d'être proche des gens pour qui je rappe au final. Parce que quand nous, on le faisait, ben, tout le monde écoutait du rap en anglais, c'était correct. Mais là, après ça, c'est quand je me sentais vivre un décalage par rapport à la population. Puis tu vois, si j'avais pas changé au français, j'aurais pas pu en faire un métier aujourd'hui. Wow! Et ça, c'est absolument incroyable aussi. Il y a plusieurs personnes qui s'imaginent qu'être un rappeur professionnel aujourd'hui, c'est les grandes salles, c'est les médias, toujours. Mais comme plusieurs personnes dans le hip-hop en général, tu as réussi à tracer un chemin, on pourrait dire indépendant, relativement indépendant, qui te permet de faire les choses à ta manière et de vivre de ta plume, mais aussi des cours que tu donnes et des activités, et donc des connaissances qui t'a amené avec ta plume et ton rap. Ben, c'est drôle parce que je me vois un peu comme un vieux jazzman. C'est-à-dire que qui n'a pas nécessairement un succès commercial, mais qui vit de sa passion, qui vit de ce qu'il fait. Puis pour ma part, ça a été de décliner le rap de différentes manières. Oui, les albums, oui, les shows, mais au-delà de ça, à travers les ateliers d'écriture, à travers le livre que j'ai sorti, à travers mes différentes interventions, plus le côté historique aussi, fait que je peux vivre finalement de mes passions, sans nécessairement avoir des hits qui jouent à la radio, puis même de faire le tour du monde, sans nécessairement qu'on m'attende là-bas. Sans que ce soit un chiffre précis, combien de pays t'as fait? Je sais que tu t'es promené partout, à part en Océanie, je crois, que t'es pas allé encore. L'Océanie encore. Mais ça veut dire que t'es allé partout ailleurs. Oui, j'ai fait tous les autres continents, j'ai fait 15 pays jusqu'à maintenant. Puis je parlais avec les jeunes aujourd'hui, puis il y en a une, elle me disait non, t'en as fait 16. Puis là, j'étais comme bon, faut que je recompte, faut que je refasse des comptes. Mais entre 15 et 16. Incroyable. Puis malgré un relatif mutisme dans la culture populaire, c'est comme. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fatigué. J'en ai déjà parlé très vocalement aussi. Je trouve que parfois l'indépendance et les idées parfois un peu marginales, mais je dis ça dans le point positif, c'est comme je t'appelle souvent le vieux de la montagne ou le sage, ou comme moi c'est les premiers albums de toi que j'ai beaucoup
consommer. Là, dans le temps que j'étais à Musique Plus, je me souviens que tu avais fait une campagne de stickers partout à Montréal. On voyait Webster avec son album, avec l'espèce de sagesse. Donc tu prends un certain recul pour décrire les événements puis la société qui est autour de toi, mais malheureusement, je trouve qu'on laisse peu de place à ces sages, puis à ces marginaux, entre guillemets, puis à ces indépendants qui ont une vision tellement intéressante du système autour d'eux, tu sais. Ouais, ben écoute, je pense qu'effectivement, souvent, les gens se contentent de mettre de l'avant ce qui entre dans le cadre, tu sais. Puis ce que je trouve j'allais dire particulier, je sais pas si c'est particulier, mais si c'était pas des positions que je prends, disons, en société, je serais pas autant médiatisé. Tu sais, je suis pas médiatisé à cause de ma musique. Les gens me connaissent en tant que rappeur Webster, mais qui peut nommer une de mes chansons? Québec History X. Ouais, toi, je parle dans la population en général. Je comprends. Dans la culture hip-hop, bon, les gens me connaissent en tant que rappeur, mais dans la culture en général, at large, les gens vont, admettons, connaître le rappeur Webster sans nécessairement connaître ma musique. Mais veux-tu qu'on parle de ça? Parce que je voulais qu'on fasse un retour sur la décennie de Rap Keb, parce que comme t'es un OG, tu rappais, là on vient de passer de 2010 à bientôt 2020, donc ça fait 10 ans, ça faisait 25 ans que 15 ans que tu rappais avant 2010, donc c'est pas ta première décennie de Rap Keb qui passe, donc j'imagine que tu as un recul intéressant par rapport à celle-ci, mais je trouve pertinent aussi ce que tu dis, que t'es souvent invité pour autre chose que ta musique. Est-ce que c'est une source de frustration pour toi, ou comment tu perçois ce phénomène-là, le fait que sans tes prises de parole un peu enflammées, il y aurait malheureusement moins de place dans les médias traditionnels pour ta parole puis pour ce que tu essaies de faire comprendre aux gens? C'est drôle parce qu'on m'a déjà posé la question genre en 2008. Des gens posaient cette question-là, puis je comprenais pas nécessairement la réponse, parce que quand j'étais médiatisé dans le temps à Québec, ben c'était quasiment 50-50, tu sais. Et donc maintenant, ben, on me repose la question, puis je suis comme, tu sais quoi, au final, je rappe pour passer des idées. Tu vois ce que je veux dire? Donc si je suis invité pour partager ces idées-là, pour moi, fine. Parce que les médias, au final, on en parle, mais c'est pas une finalité. T'as raison. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la finalité, c'est de faire mon art, le transmettre. Puis je fais quelque chose, je suis conscient du format dans lequel je fais mon art, qui n'est pas un format radiophonique, qui n'est pas un format facilement commercialisable, tu sais. Un truc un peu cryptique, un peu qu'il faut déchiffrer, qui est une voix qui se perd aussi. C'est-à-dire qu'avant, on a tous grandi dans le rap à texte. Ouais, est-ce que tu t'identifies au rap conscient? Est-ce qu'on peut dire que tu fais du rap conscient? Oui et non. C'est-à-dire que oui, à quelque part, tu sais, je pense que je m'inscris dans cette veine-là. Mais je refuse l'étiquette parce que je pense que je fais plus que ça. Voilà. Je fais autre chose aussi. Bien vu. C'est ça le problème. C'est souvent même, on m'appelait le rappeur engagé, tout le temps le rappeur engagé. Le rappeur engagé. Puis tu sais, je suis comme, fine. Mais il y a autre chose. Puis je veux dire, si mon rap est engagé puis ma vie est pas engagée, je mise le point. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas là. Donc, c'est pour ça qu'à l'ombre des feuilles, l'album, maintenant il y a le livre aussi, mais l'album, c'est pas un album engagé, c'est pas un album politique, parce que justement, j'étais comme, yo, fuck votre étiquette, gardez-la, tu vois, je vais faire autre chose. Ma vie va être engagée, mon rap sera autre chose, je vais l'amener autre part parce que je suis plus qu'un rappeur engagé. Là. C'est intéressant que tu as parlé de ton auto-étiquette de jazzman, parce que personnellement j'ai une théorie qui dit que on devrait parfois voir le spectre du rap, puis bien sûr le rap faisant partie du hip-hop, le hip-hop étant plus gros que le rap en tant que tel, mais je pense qu'on devrait voir le rap un peu comme le jazz, dans le sens où il y a des branches dans le jazz, puis là on a parlé de rap conscient, dans les dernières années le trap était très présent, mais moi je vois ça comme des branches de jazz, où tu sais il y a les classics, là, ça pourrait être les Biggie, les Tupac, cette ère-là, mais il y a aussi, il y a le new jazz, il y a le fusion, il y a le free jazz, il y a le lo-fi hip-hop qui peut être qualifié de jazz, un peu simpliste, mais je sais pas si... Pardon, moi, tu dis, ça se perd ce rap à texte, mais moi je le vois juste comme une autre branche, puis j'ai vraiment confiance qu'il va avoir un retour éventuellement. Peut-être que ça sera dans 10 ans, peut-être que ça sera dans 15 ans, mais je pense que le jazz a marqué une place tellement importante dans la musique nord-américaine et mondiale
puis continue d'évoluer aujourd'hui. C'est juste qu'il y avait comme une 60-70 ans d'avance sur le rap comme style musical. Or, moi je pense que l'arbre du rap va continuer de faire des nouvelles branches comme l'arbre du jazz continue de faire des nouvelles branches aujourd'hui. La différence, je pense, c'est que le rap dit à texte, le rap de lyriciste, c'était un peu plus standardisé dans les années 90. C'est-à-dire que même les gangster rappers avaient des textes où est-ce qu'ils drop une métaphore. Ice Cube, Ice-T, c'est de la plume. Là. Ouais. Exact. Et donc, je pense que cet aspect-là de la métaphore, de la comparaison, puis de la complexité du texte a été évacué du rap qui est commercialisé. Tu vois, donc aujourd'hui, je pense que ce qui est commercialisé est beaucoup en surface. Donc, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a perdu, mais je suis d'accord que j'ai l'impression qu'il y a un balancier. Tu vois, aujourd'hui même, ce matin, j'étais dans une classe, le jeune a 15 ans. Il me dit, est-ce que tu connais Nas? J'étais comme, oui, je connais Nas, c'est pas ça. Mais toi, comment ça tu connais Nas? Nice, il parle de I Give You Power, la chanson sur It Was Written il y a 15 ans. Après ça, il me dit, ouais, il y a un groupe que j'aime beaucoup, ça s'appelle Wu-Tang. J'arrête, t'es-tu sérieux? Je dis, ouais. Donc, et ça me fait plaisir de voir un jeune. Il me dit, j'aime beaucoup le vieux rap. Ouais, j'étais comme, waouh! J'étais content qu'il y ait des jeunes qui entrent en contact avec cette culture-là. Exact. Puis c'est peut-être lui, dans 5 ans, qui va faire ramener le conscient s'il poursuit dans cette vague-là. Donc ça, c'est fascinant. OK, revenons sur la décennie du hip-hop. Dans les 10 dernières années, ben, je pense qu'on n'a pas le choix de parler un peu de À la Claire, parce que là, ça fait 10 ans qu'À la Claire Ensemble existe. Puis quand tu disais tout à l'heure, je trouve que le rap commercialisable est beaucoup en surface. Moi, c'est le premier contrepoint qui m'est un peu apparu. Moi, je pense, mais ça dépend si on qualifie À la Claire Ensemble de rap commercialisable. Mais moi, je pense qu'ils sont dans la profondeur. Ils sont à la fois dans la légèreté et à la fois dans la profondeur, tout dépendant du verse et du mood et de la pièce. Tu vois, déjà, quand je parlais du rap de surface qui est commercialisé, je parlais surtout du rap américain. Oui, je comprends. Mais Kendrick réussit à se commercialiser. Kendrick, c'est une anomalie. Je comprends. On le nomme en exception. Ouais, c'était le premier de notre époque. Je parle de cette époque-ci, à avoir un succès commercial avec des gros textes et des positions sociales. Mais pour ce qui est d'ici, je pense que le rap qui est commercialisé au Québec, ou du moins qui a un succès commercial en ce moment, c'est des gens qui savent écrire, qui écrivent bien. On pense à Corias, on pense à Loud, on pense à La Classe, c'est des gens qui écrivent bien. Donc, je pense que le pattern est différent ici. Intéressant. Qu'est-ce qui expliquerait cette différence? Bon, je sais pas. Écoute, je sais pas. Je pense qu'on est peut-être moins ancré dans un show business de surface comme les États-Unis le sont, façade hollywoodienne. Moi, ma première réponse aussi, ça serait que au Québec, il y a quand même une grande tradition de raconteurs. Autant les coureurs des bois, les raconteurs d'histoires, puis la chasse-galerie, puis tout ça. Puis ce qui a mené, je pense, à notre industrie de l'humour tellement prolifique, il y a beaucoup de monologues, puis tout ça. Puis je pense que dans notre tradition orale, il y a du racontage, donc je pense que peut-être que ça donne ce boost-là à nos rappeurs locaux de poursuivre cette tradition du blabla, inspirant. C'est une théorie personnelle. Mais bon, toi, là, on a parlé de La Claire, mais personnellement, comment t'as vu passer la dernière décennie hip-hop au Québec? Juste pour revenir à La Claire, parce que je trouve ça intéressant, parce que, bon, et ça, c'est de quoi je parle avec eux souvent, parce que, bon, tu sais, c'est des gens qui attirent beaucoup de hate aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est des jeunes frères, c'est des gars que j'ai vu grandir, c'est des amis, j'ai beaucoup de respect pour ces guys-là, tu sais. Tout le band, j'ai beaucoup de respect. Et ce sont des gars qui sont des producers, qui sont des rappeurs intelligents, tu vois, mais ils décident de partir en folie. Ils vont en folie, bro. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent naviguer dans ces différents univers-là, tu vois. Et moi, ce que je disais, je me rappelle pas à qui je parlais de ça, je pense que c'était à Luminique ou à Eman il y a une couple d'années, je leur disais, vous là, votre grande force, votre grand tour de force, c'est d'avoir été capable d'aller chercher le crowd qui se disait qu'il n'aimait pas le rap. My God, cette semaine, c'est le meilleur exemple. La semaine passée, dernièrement, la chanson « Mets du respect dans ton bac ».
qui ont fait. J'ai pas vu. Ok, oh my god, tu iras voir ça dans le fond. C'est une collaboration avec la ville de Laval, ok? Ouais. Puis c'est une tune sur quoi mettre dans son bac de recyclage, ok? Ouais, les gars, ils m'en ont parlé, mais je l'ai pas. Mais moi, ce qui m'a tué, c'est à quel point ça aurait été tellement facile de faire quelque chose de mauvais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme, ok, le rap, le carton, le papier, on sauve l'environnement. Mais c'est ultra dope, la tune est dope, le clip est dope, c'est comme tout est réussi. Puis les fans de rap que j'ai vus ont tous embarqué dans le mime à 100%. Hey, regardez les gars de la caisse à partager. Et je te jure, j'ai vu mon grand-oncle de 80 ans partager le clip. Ma tante qui cinquantaine, soixantaine partager le clip. Zéro fan de hip-hop. Tu sais, comme quand je leur parle de rap, ils me disent encore, oh, ça crie pas une trop. Tu sais. Mais ils ont partagé le clip. Donc ils ont réussi à percer la culture populaire à un point tel que comme les gens qui ne se sentaient zéro concernés par la culture ont apprécié cette œuvre. Puis surtout quand ils sont sortis, ils ont surtout touché, de mon point de vue, cette espèce de maillon culturel dans le sens des chroniqueuses, chroniqueurs, genre hip, tu vois. Ils aiment pas le rap, mais tout d'un coup tout le monde se met à écouter à la claire, puis ça tombe que c'est quelqu'un qui fait des chroniques, ça tombe que c'est quelqu'un qui programme ou XY. Donc ils ont réussi à rendre ça hip. Exact. Ce qui fait qu'il y a toute une partie de la population qui sont dans des postes clés qui sont mis embarqués dans leur wagon, tu sais, puis je veux dire, puis c'est des gars bien talentueux aussi, tu vois, ils le sont, fait à partir de là, ça fait boule de neige. Il y a même un lyric de Ken Lo qui dit exactement ce que tu dis. Il dit, je vais vous dire ce qu'on a que les autres n'ont pas, on a des amis qui ont les bons postes. Bon, ben c'est ça, tu vois, je savais même pas, bro, mais tu vois, on a l'année, ça ne pas. 100%. Et pas fausse. Mais il n'y a pas eu que à la claire dans les 10 dernières années. Moi, ma thèse personnelle, c'est que c'est beaucoup, un peu grâce à ce que tu viens d'écrire, qui ont ouvert la porte aux Dead Obies puis aux LLA, qui eux-mêmes avaient un énorme bassin de talent incroyable, mais je pense que ça a décomplexé beaucoup le rap québécois en permettant d'ouvrir la porte à la folie, à la créativité et en donnant leur identité propre à ce qu'on fait ici, plutôt que justement de copier ce qui se fait en France ou copier ce qui se fait aux États-Unis. Tu sais. Oui, puis je pense qu'ils ont donné un air de folie au hip-hop. Dans le sens, puis tu sais, je dis ça, mais regarde, ils vont crever dans le temps. Ils étaient toujours en train de rigoler, tout ça, puis de faire des trucs drôles, tu sais. Mais je regarde juste mon expérience. Moi, je veux dire, ça fait quoi, 7-8 ans que je souris sur des photos. Je veux dire, avant ça, c'est comme quoi, photo? C'est comme dire, on avait cette aura qu'on... Je sais pas, pour nous, ma génération, en tout cas, j'ai l'impression que le rap, fallait qu'on ait ce côté-là, hard, tough, comme one up. Tu sais ce que je veux dire? Comme, même quand t'étais peaceful, tu portais quand même ce côté un peu renfermé. Eux sont arrivés tellement éclatés, c'est comme yo, comment vous rigolez, bro? Sur le clip, vous riez. Je veux dire. Et donc, je pense que ils ont amené ce côté-là où est-ce que les gens sont décomplexés de. Puis tu sais, c'est con, mais avant même, juste les blancs dans la culture, ils avaient toujours la tête rasée. Tu sais ce que je veux dire? Je voyais les gars dire, vous avez les cheveux longs maintenant, comme vous avez assumé même vos cheveux. Tu sais ce que je veux dire? Ça, c'est drôle, man. C'est fucking drôle. Mais fascinant. Mais c'est beau aussi ce que tu dis, que tu sais, il y a des bons memes de Kanye là, que tu vois. Qui genre, il se surprend à rire, puis là soudainement il voit qu'il y a des caméras, donc là il devient genre le Kanye là, tu sais, sérieux, tough là. Mystérieux là. Exact. Puis qu'est-ce que tu penses qui a permis ça? Est-ce que tu crois que c'est le hip-hop qui change ou c'est la culture autour qui a eu une influence sur le hip-hop pour le rendre plus souriant, tu sais? Non, moi je pense que à un moment donné, pour se démarquer, il faut que tu arrives à quelque chose que les autres font pas. Fait que si personne sourit, tu démarques, tu souris, boum, tu fais autre chose. Déjà, il y a quelque chose, il y a un an. Tout ce que je veux dire, c'est comme ça, tu sais. Et donc, je pense que c'est ça, inconsciemment ou inconsciemment, j'ai l'impression que les gars, à un moment donné, sont arrivés, bon, tous les rappeurs sont fâchés, nous on l'est pas. Puis bon, tous les rappeurs sont pas fâchés, c'est un cliché. Mais j'ai l'impression que c'est une manière de se démarquer. Je pense pas que c'est la culture ambiante qui a influencé, parce que le rap, ici demeure, ou partout même ailleurs, je pense que c'est une des particularités du rap, c'est qu'il y a une certaine imperméabilité. C'est comme, vous allez pas nous dire ce qu'on va faire, on va vous montrer qu'est-ce qu'on fait, puis ça va vous influencer, vous allez faire comme on fait. Exact. Ça c'est le propre du hip-hop, je pense, partout sur Terre. Et donc,
j'ai l'impression que ça vient déjà. Et c'est ça, je pense que le rap a changé aussi dans sa manière de voir, de se percevoir. C'est sorti aussi du côté... tu sais, je parlais avec quelqu'un, je ne me rappelle plus qui disait ça, mais avant, on disait dans les années 90 comme... c'était cool, c'était cool être comme avoir la pauvre, tout ça, etc. Puis après ça, à un moment donné, ça appelait, là, c'était ouais, tout ouais, ça prenait les chaînes en or, puis le 50 Cent. Puis... Ben oui, puis même à un moment donné, je voyais, je pense que c'est sur Internet, là, je voyais T.I. qui avait un beef avec un jeune rappeur. Puis tu sais, T.I. leur dit maintenant vous faites juste du rap de addict, là. Vous faites juste parler que vous prenez de la drogue. Puis là, t'es comme yo, mais c'est votre génération qui a rendu nos parents addicts. Wow. À rapper de vendre de la drogue. Solide, man. Vous avez tellement rappé de vendre de la drogue que nos parents sont tout fucked up. Donc nous, puis ça a un impact direct sur la génération qui suit, right? Oui. Fascinant. Puis, est-ce que tu as vu, parlant de T.I., est-ce que tu as vu la série Netflix Rhythm and Flow? Non, je l'ai pas vu. Bref, on n'en parlera pas trop longtemps, mais moi je dois dire j'ai apprécié. Je trouve que moi je suis pas nécessairement quelqu'un qui va passer des longues heures devant une télévision en général, mais il y a eu une belle dynamique de couple qui s'est installée parce que ma blonde aime beaucoup Netflix par exemple. Puis je trouve que le côté télé-réalité faisait un bon show pour un public qui aime la télévision et le côté hip-hop était fascinant parce que c'est T.I., Cardi B et Chance the Rapper qui font un espèce de voice, là, comme la voix de rap. Mais j'ai trouvé que c'était bien fait. Tu comprends ce que je veux dire? Comme parfois la voix, il y a comme une couche de superficialité qui fait que c'est plus une émission puis un spectacle qu'une réelle tentative artistique. On peut peut-être dire ça comme ça. Mais j'ai trouvé que le realness des juges puis des intervenants, puis tu sais, t'as les Killer Mike qui débarquent pour un épisode, t'as les Snoop qui débarquent pour un épisode, t'as le Lupe Fiasco qui est là pour un épisode. Puis, bref, je te recommande si jamais t'as envie de voir un peu... selon moi, une réussite commerciale d'un sujet très real. Tu comprends? C'est comme trouver le prochain rappeur. Bref, j'ai beaucoup apprécié la série, puis je trouve que justement, c'est signe que dans les 10 dernières années, le hip-hop est devenu vraiment mainstream. Mais selon moi, dans une vision vraiment différente de comment il était en 98. Parce que, tu sais, quand tu parlais de Mosaïen tantôt, tu parlais de SP, tu sais, bon, les architectes, toi avec les Limoilou All-Stars. À moins que je me trompe, médiatiquement parlant, il y avait pas mal juste Musique Plus qui faisait rouler il y avait ces chansons-là. Right? Et quand on était dans les journaux, c'était pour les faits divers. On n'était pas dans la section art et spectacle. Ouais, c'est ça, exact. Puis, mais ces derniers 10 ans, et en fait, cette explosion-là n'a même pas eu lieu dans les derniers 10 ans, bro. Parce que moi, je me souviens, j'ai sorti à l'Ombre des Feuilles en 2013, puis le rap en 2013 n'était pas aussi présent médiatiquement. Donc, tu sais, je te dirais même le dernier 4-5 ans, 6 ans... C'est là que ça a vraiment plus éclaté dans les yeux du public. Oui, traditionnel, mainstream, tu sais. Mais bon, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. En termes de représentativité dans le rap, dans le mainstream, parce qu'entre autres, je trouve que c'est un rap qui est encore acceptable, entre guillemets, pour ces gens du dit mainstream. C'est-à-dire que il n'y a pas de commentaire social, on ne voit pas de rapport avec un commentaire social qui est mis de l'avant. Cette lecture de classe-là, on la voit pas parce que la lecture de classe est dans le rap. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ça, c'est quelque chose qui fait partie de la culture hip-hop. Puis ça, c'est comme si ce dit mainstream avait trouvé un bassin de rappeurs qui lui plaisait, tu vois ce que je veux dire, puis qui dérangeait pas trop. Ouais, exact. C'est comme assez conventionnel pour pas remettre assez le système en place. Pour que le système puisse continuer d'être là. T'sais. Oui, puis écoute, puis je veux dire, et ça je le dis toujours à chaque fois que je parle de ça, c'est pas contre ces rappeurs-là, parce que pour ma part, c'est des collègues, c'est des amis, c'est des frères, c'est des gars pour qui j'ai beaucoup de respect, des gars qui sont très talentueux, tu vois ce que je veux dire? 100%. Mais je pense qu'il y a un système aussi qui fait qu'il y a un certain type de rappeurs qui sont considérés comme acceptables dans le milieu, et d'autres pas. Mais c'est intéressant de voir la place que le mainstream commence tranquillement à faire, par exemple, à des gars comme Tizo, qui a gagné le prix de la chanson Socan l'an passé. C'est comme, selon moi, un gars as real as it gets, là, qui a vécu tout ce qu'il raconte, puis qui vient donc d'un côté beaucoup moins doré et paillettes que d'autres
que d'autres artistes qui vont chercher cette place, qui historiquement allaient chercher cette place dans les institutions québécoises reconnues. Mais encore, on demeure dans l'anecdotique. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, dès qu'on peut nommer un nom, dire oui, mais regarde telle personne, on n'y est pas. Totalement. Et donc, je pense que cette dynamique-là. Puis comment est-ce qu'on peut voir le phénomène dans ce que. La question est grossière, mais comme le rap devient mainstream, bonne ou mauvaise chose? Tu sais, c'est comme. Il y a un côté. Il y a un côté très intéressant parce que ça permet de légitimiser cette culture-là, mais en même temps, il y a peut-être quelque chose qui se perd dans le processus. Tu sais, comme tu disais, le côté afro-américain au début de la culture qui était tellement important, le côté de la réflexion sur les classes, le côté de la poésie de ceux qui n'avaient pas de voix habituellement. Mais là, maintenant que ces voix-là se ramassent dans un système, où est-ce qu'on peut tracer la ligne entre ce qui est bien et ce qui est mal dans la commercialisation et l'acceptation publique du hip-hop? Ben, tu vois, c'est que déjà le rap n'a pas besoin du public ou du système pour être légitime. 100%, exact. C'est une culture qui prend sa légitimité d'elle-même. Qui prend le micro puis qui exact, parce que le micro on l'a jamais eu. Exact. Puis on l'a pris. Puis on l'a même construit de nos mains. Puis même chose pour le beatmaking, le DJ, c'est comme le fait qu'on pouvait pas jouer d'instruments voulait dire qu'on pouvait jouer de tous les instruments. Ben c'est ça, tu sais. Sauf que de côté, je pense que cette marge-là est importante. Sauf que d'un autre côté, cet espace dans le mainstream permet de mieux manger. Ce qui est excellent pour tout le monde. Et c'est pas négligeable. Exact. Pour des gens qui en ont fait un métier. Je veux dire, au Québec, on n'a pas la démographie pour pouvoir manger dans la marge. Tu comprends? Du moins de mon point de vue. Je pense pas que... En tout cas, ça change parce qu'il y en a qui peuvent. Mais pas beaucoup. Tu vois? Et donc, ça, je pense que le fait du mainstream permet à certaines personnes de mieux manger. Et ça, je pense que c'est pas négligeable à la base, là, tu sais. Puis tant mieux, c'est une bonne chose. Mais c'est intéressant aussi, juste d'un point de vue sur l'art en général, souvent un artiste qui n'a pas faim va peut-être faire de l'art un peu moins désespéré. Et souvent on dit que les meilleures contraintes créent le meilleur art. Donc, tu sais, il y a le problème, je le voyais beaucoup dans le rock et dans le punk. Peut-être que c'est là aussi où le hip-hop va aller éventuellement. Le problème du deuxième album, c'est-à-dire, par exemple, Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, premier album, crie sur tous les toits à quel point la vie est difficile pour eux et pour plein de gens de leur communauté. Et ils parlent de lutte sociale, de lutte des classes. Et là, deviennent multimillionnaires avec leur premier album. C'est plus difficile au deuxième de continuer d'avoir le même feu quand finalement t'as une maison, t'as de la nourriture, puis tes besoins commencent à être répondus, tu sais. Je pense que ça dépend. C'est-à-dire que d'un côté, si admettons tu fais juste rapper, si ton premier album c'est juste rapper, admettons, soit le désenchantement social ou soit encore la pauvreté, puis maintenant t'es riche, tu peux pas faire un autre album à propos de ça parce que t'es plus dans ce contexte-là. Exact, ça va être fake. Et donc, je pense que c'est là que le deuxième album, toute la créativité doit ressortir, tu vois. Puis, je veux dire, je trouve ça chiant dans le sens qu'on peut pas vouloir que les artistes aient faim qu'ils fassent de la bonne musique. Non, c'est ça. Je pense que c'est plus une question de créativité à un moment donné. Puis que les gens, ce sont des artistes anyway, fait qu'ils sont dans des situations et ils créent, tu sais. Donc, en tout cas, en tant qu'artiste, j'aime mieux pouvoir manger puis payer mon hypothèque. On préfère ça à être Van Gogh, c'est-à-dire, tu sais, Van Gogh était pauvre toute sa vie, plusieurs maladies mentales, n'a jamais été célébré, a eu faim toute sa vie, s'est coupé une oreille, puis finalement maintenant ses tableaux sont vendus pour des millions de dollars. Ben oui. Je pense qu'on peut pas être Van Gogh, personnellement. La vérité, je trouve ça tellement chien là, pour ces gens. Il y en a plusieurs qui sont comme ça, ils sont célébrés quand ils sont morts. Ouais. Fuck you! Puis même dans le rap, tu sais, on le voit comme encore une fois, une tragédie cette semaine avec Juice WRLD, le rappeur qui est décédé. C'est comme là soudainement tu vois plusieurs intérêts commerciaux qui commencent à faire du surf là-dessus, puis ou des rappeurs comme Lil Pump qui sont décédés tragiquement, puis qui font les labels font des sorties de matériaux qui étaient à peine prêts, un peu comme après que Tupac soit mort, il y a eu une récupération du phénomène. C'est juste d'une absurdité de voir à quel point on monétise ce drame, tu sais. Puis
Bien sûr. Donc on souhaite à personne d'être Van Gogh dans le fond. Mais on souhaite d'être peut-être les descendants de Van Gogh. Ça peut être intéressant. Ouais, c'est rendu là. Comment on fait pour parce que on vient quand même d'un certain old school, tu sais, comme les deux, je pense qu'on réussit bien à pas être des haters. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, comme on réussit bien à continuer de tirer la couvercle du côté de la réflexion dans l'époque puis du rap comme un vecteur de changement social, disons comme ça. Mais il y a un risque de commencer à dire aux jeunes, puis le hip-hop a toujours été quand même un phénomène ancré sur la jeunesse. Je pense que souvent, à part quelques exceptions, là, comme Run the Jewels par exemple, souvent les innovations du rap viennent de la jeunesse, là, comme 18, 19, 20, 21, 22, je crois, là, tu sais. Puis donc il y a un risque quand on essaie de dire non mais c'est important de faire réfléchir les gens, d'être déconnecté de cette nouvelle culture hip-hop qui voit les choses différemment, tu sais. Comme tu vois, moi je suis déjà déconnecté. je le suis. Mais de l'assumer, c'est la première étape, ça permet de t'ouvrir ensuite, tu sais. Je veux dire, j'entends des jeunes, que ce soit même ici ou aux États-Unis, je sais plus rien de ce qui se passe. On me disait un nouveau Gangster est sorti, j'ai ah bon, nouveau Fat Joe est sorti, ah bon, ouais, c'est vrai. Juice WRLD est mort, c'est qui? Ah ouais, j'ai plus aucune idée de rien à rien, mais je respecte ce qui se fait, tu vois? Ça c'est cool. Et donc, tout le mouvement trap est arrivé, puis il y a eu beaucoup de hate des vieux de ma génération. Fuck ça, puis jamais, puis bon. Moi, je rappe pas bien sur du trap. Moi, je suis sur un 4 temps classique. Donnez-moi du 4 temps, donnez-moi un beat normal. Trap, je suis pas bon là-dessus. Puis c'est moi. Puis, pour ce qui est de ce que les jeunes font, oui, je trouve que il y a beaucoup de similitudes dans les flows. Les gens rappent pareil, les beats sont pareils. Mais ça, c'est ma vision personnelle d'un vieux de 40 ans, que ça fait 25 ans que je fais du rap. Sauf que, au lieu de me dire « fuck ces jeunes qui font ça », je dis « je comprends pas tous les codes. Je comprends plus comment ça se fait. » Tu sais, même les manières de s'habiller, même les manières de bouger. Je vois à l'école, les fameux moves de ça, les là, jeunes ça c'est comme... bougent différemment. Ça c'est du trap stuff, là. Quand ils dansent comme ça, là, ça c'est... Puis ça a percé la culture. Sur TikTok, tout le monde danse comme ça maintenant. Ah, bon, mais tu vois, j'ai juste aucune idée. Puis, c'est correct. Tu comprends dans le sens que je veux pas hate sur les gens. C'est plus parce que je le comprends pas que... C'est ça qui est whack. Je comprends. Tu comprends? Et pour moi, c'est important parce qu'on peut pas... Quand on s'arrête le mouvement, ça calcifie. Exact. Tu comprends? Et donc, le mouvement continue. Donc là, c'est rendu ça va aller vers autre chose plus tard. Puis tu vas voir dans 20 ans, les gens qui sont dans le trap, c'est pas de la trappe. C'est quoi ce truc-là? Pourquoi ils bougent comme ça? Et pourquoi leurs vêtements sont plus serrés? Exact. Ouais. Tu sais, je veux dire... C'est correct. Est-ce que je suis toujours d'accord? Non, bien sûr que non, man. Mais tu sais, même dans le temps, il y a des choses que je réécoute de dans le temps. Je suis comme, bro, c'est fucked up, là. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est moi qui vieillis, qui mature. Ben écoute, il y a plusieurs propos envers les femmes, envers la glorification de la violence. Quand j'étais jeune, je m'en foutais, puis aujourd'hui, ça me dérange plus. Il y avait aussi un grand regret, quand même pas mal de points d'homophobie dans le hip-hop des années 90, puis ça, je trouve ça intéressant de voir que c'est des choses qui changent. Des groupes comme Brockhampton, entre autres, qui font du grand travail pour essayer d'ouvrir les esprits des gens par rapport à ça. Je sais pas si t'es familier avec Brockhampton, mais... Je connais le nom, mais c'est super intéressant. C'est une gang de kids. Mais tu vois, moi, je prétends pas comme connaître et comprendre cette nouvelle culture jeunesse, mais tu sais que je suis un addict de l'Internet, puis c'est comme, je pense qu'au moins l'Internet continue de me garder dans ce loop-là. Je sais pas pour combien d'années encore, mais c'est ça, comme moi, je sais c'est qui Juice WRLD, puis comme... Puis c'est vraiment grâce au fait que pour moi l'internet est un lieu, tu sais. Comme on a quelques années de différence. Moi je suis né en 88, donc tu sais en 95 quand toi tu rappais, moi j'avais comme 7-8 ans, puis j'allais voir les shows de SP avec ma famille, tu vois, au Francophonie là, tu sais, comme ma tante me disait, parce que j'allais voir SP cette année au Francophonie. Puis j'ai pris 3-4 photos maintenant. Puis ma tante, elle m'a écrit quelques jours plus tard. Ah, t'étais là! Moi aussi j'étais là. Te souviens-tu à 7-8 ans, on t'avait amené, tu sais? Puis là j'étais comme, that's why. Tu comprends? Il y avait une question de comme, pourquoi est-ce que j'aime autant cette culture-là? Tu comprends? Ok, parce qu'à 7-8 ans, j'étais dans le show avec tout le monde. Là, exact. C'est comme, ok, ça a plus de sens maintenant, tu sais. Aussi quand
Impasse, il disait dans le cadre d'un panel où j'assistais, il disait, tu sais, l'Est de Montréal, là, Honoré Beaugrand, là, tout le monde était sur NWA, puis je suis comme, ah, ok, c'est pour ça que j'aime autant cette band-là, parce que c'est de là que je viens, tu sais, c'est comme, j'étais là, ok, ça me donnait des nouvelles pistes de réflexion. Mais, enfin bref, l'Internet me permet de rester connecté avec cette culture-là, puis c'est... mais je pense que, pour moi, you never want to be a hater. Peu importe, pas juste dans le rap, là. Tu sais, comme dans tout. C'est comme, tu veux outiller les gens, puis quand t'es pas d'accord avec quelque chose, il faut que ça soit constructif. Il faut pas que ça soit comme, ah, ça c'est de la merde. C'est comme, il faut que ça... développer la curiosité puis l'empathie, je pense que ça te permet de vieillir en partenariat avec la jeunesse, plutôt que de s'opposer à celle-ci. Oui, tout à fait. Non, c'est important parce que les choses continuent aussi, puis c'est bien de les accompagner, puis de faire profiter aussi de ces expériences-là, parce que veut pas, nous, on est une génération sans grand frère, sans grande sœur. Tu vois ce que je veux dire, dans le sens, du moins pour nous, à Québec, dans le rap, on est nés comme ça, on est sorti de nulle part, on est sorti du magma, puis nous voilà, tu sais. Donc on a tout appris par nous-mêmes, tu sais. Et donc les jeunes aujourd'hui, ils ont cette chance de pouvoir entrer en contact avec des personnes qui l'ont vécu. Tu sais, que ce soit le côté artistique, le côté business, le côté n'importe quoi, ils ont des gens à qui ils peuvent se référer. Tu sais, je pense aux ateliers d'écriture que je donne dans les écoles. Jamais qu'on a vu ça, jamais qu'on aurait laissé rentrer un rappeur à l'école dans le temps. Tellement. Puis là, bro, t'as quelqu'un qui vient dans les classes de français puis qui apprend aux jeunes les techniques derrière l'écriture d'un texte de rap. Quelque chose qu'au final, on a fait par nous-mêmes, par essai-erreur, qu'on a appris par nous-mêmes, qu'on commençait à faire par instinct. À dire, ah, ça c'est fort. Ah, ça sonne bien, ça c'est une belle image, tu vois, mais qu'au final, on ne sait pas qu'on fait une métaphore. Je veux dire, quand j'étais au primaire, au secondaire, j'avais mes cours de français en poésie, j'haïssais ça. On m'apprend une métaphore, je suis comme, ah, fuck ça, puis je retourne chez nous, puis je fais de la poésie, puis des métaphores. Exact. Moi, je me souviens toute ma vie, à mon cours de français au secondaire, quand on a commencé à voir la poésie, puis là, elle m'explique les métaphores, puis tout ça. Puis là, je regarde la prof, puis je suis comme, ok, mais dans le fond, c'est juste du rap, pas de beat. C'est comme, mais là, c'est juste plus facile, il n'y a pas de beat à suivre, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais puis c'est vrai, comme tu vois, déjà, de pouvoir l'instaurer dans le système, c'est bénéfique pour tout le monde, autant ceux qui sont actuellement dans la culture que ceux qui le deviendront. J'ai eu la chance d'assister à un de tes cours d'écriture, cet été, puis c'est de la bombe, mesdames et messieurs. Si vous avez la chance de le faire, comme, je pense que tu donnes pas juste ça dans les écoles, là, il y a aussi dans des bibliothèques, des trucs. Donc si vous avez la chance de voir Webster passer proche de chez vous, allez-y. Puis il n'y a pas seulement les cours d'atelier d'écriture, tu as aussi une présentation historique sur la présence afro-canadienne, afro-américaine, qui m'a tellement appris de choses, qui mérite une relecture de certains cours de secondaire 4 que j'avais eu à l'époque. Mais donc, allez voir cet homme. Et là, dans la description, Siva, on va mettre un album là, de toi. Ça serait quoi donc le premier album que tu voudrais que les gens écoutent, là, s'ils sont moins familiers avec ton œuvre. Puis bien sûr, il y en a plusieurs autres, mais le premier là, que je mettrais en top de la description. Ah, je mettrais mon dernier. Le dernier? L'album jazz. Exact, avec Five Foot Trio, parce que justement, j'ai voulu aller autre part, sortir justement de ces 10 codes-là. Et donc, j'ai travaillé avec des musiciens, un album jazz. Très roots. Ouais, c'est différent, c'est autre chose, ça va autre part, tu sais. Si les gens veulent de moi un album hip-hop, allez chercher À l'ombre des feuilles. À l'ombre des feuilles. 2013. Je suis d'accord, c'est incroyable. C'est les métaphores, l'écriture, ça vaut à 100% la peine. Mais tu vois, avec le dernier, avec Five Foot Trio, l'album jazz, là, je me sens beaucoup plus en forme en termes d'écriture. Parce qu'à l'ombre des feuilles, je sens que c'est comme la culmination d'un 10 ans d'apprentissage en français. C'est-à-dire que j'ai commencé à rapper en français en 2003. Ouais. J'ai sorti cet album-là en 2013. C'est avec cet album-là que je me suis senti à l'aise en français. Donc là, c'est comme si le dernier, c'est comme si là, je me sens comme, tu sais... Il est prêt. Oui, puis que tu sais, je peux... Ce que j'ai en tête, je suis capable de le placer. Tu vois, mieux et de manière plus subtile et plus fine. C'est intéressant. Moi, j'ai apprécié beaucoup cet album-là, puis c'est vrai ce que tu dis, que ton écriture est tellement fine. Moi, personnellement, voici ma critique à brûle pour point. C'est que c'est tellement bon du jazz que ça prend beaucoup de place, puis c'est plus difficile de comprendre ce que tu dis. Tu sais, comme dans l'écriture complexe des années 90, il y avait souvent
une certaine simplicité dans le beat. Donc ça laissait l'espace à l'auditeur pour comprendre chacun de tes mots, alors que là il y a plus de travail à être fait parce qu'on doit à un moment donné tourner autour de la guitare là, puis des solos plus instrumentaux. Puis c'est ça la différence, parce que quand tu rappes sur un loop, le beat est là, mais en support. Exact. C'est la même chose qui se répète. C'est en support. Tu sais, les musiciens qui n'aiment pas le rap à cause que c'est des loops, ils comprennent pas que l'accent est mis sur la parole. Exact. Les rappers, c'est des percussionnistes. C'est un long solo de percussion qui s'adonne aussi à être lourd de sens. Mais pour ce projet-là, je travaille avec des musiciens. Donc, t'as la bassline, t'as le drum, les chops qu'il fait, t'as la guitare, où est-ce qu'elle s'en va, il y a plusieurs autres éléments, puis il y a le texte. Donc, je pense que c'est quelque chose à écouter plusieurs fois pour capter les différents éléments. Même des fois, je réécoute encore, puis là, je me concentre juste sur la guitare. Je suis comme, mon salaud. Je me concentre sur la contrebasse, je me concentre sur le drum. Nice. Puis je réécoute aussi ce que je fais. Ça vaut ça. Et donc, c'est un album, je pense, à décortiquer de plusieurs manières et prendre le temps à écouter. Puis comme plusieurs grandes œuvres, ça prend plusieurs écoutes pour réussir à l'apprécier davantage, que ce soit les Beatles, tu sais, Sgt. Pepper, ou du jazz contemporain rap avec Webster. Il faut creuser. Ça prend plus de travail, mais des fois la paye est meilleure. Ben écoute, c'est à moins qu'on soit des Van Gogh là. Exact. Ok, il y a aussi d'autres manières de te rejoindre. Tu as sorti 2 livres récemment. Donc il n'y a pas juste les albums. Noël s'en vient. Qu'on parlait des ateliers d'écriture, si vous voulez avoir un atelier d'écriture dans vos mains, il y a un livre sur l'écriture hip-hop. Ouais, À l'ombre des feuilles, manuel d'écriture hip-hop, disponible dans toutes les librairies. Bing bang. Puis tu as aussi écrit un livre pour enfants sur Olivier Lejeune. Ouais, un livre illustré qui s'appelle Le grain de sable à propos d'Olivier Lejeune, le premier esclave ici qui arrive en 1629, disponible dans toutes les librairies. Exact. Et sinon, c'est ça, on peut te suivre sur Facebook, j'imagine. Où serait le point de convergence pour savoir comment te suivre pour la suite? Ben, il y a mon Facebook, Webster LS, Instagram, Webster LS, puis mon site internet, websterls pour lesmoiloustars.com. 100%, voilà. Alors, l'album avec comment ça s'appelle le trio? Five for Trio. 5 for Trio est dans la description ci-bas. On met aussi à l'ombre des feuilles si vous voulez du old school Webster. Moi je pense que les deux valent la peine. Même, je vous encourage à écouter les deux, mais si vous voulez plus rapidement, tu sais comme à l'ère de l'internet des fois il faut si vous voulez plus rapidement accéder à la sagesse de cet homme, allez écouter à l'ombre des feuilles. Si vous voulez vivre une expérience jazz plus coriace avec plusieurs couches et si vous voulez vous donner du travail, allez écouter l'album de 5 for Trio. Il y a Noël qui s'en vient, petit livre, c'est toujours bon à donner à votre cousin, à votre cousine qui tripe sur le hip-hop. Puis merci infiniment. Je te laisse le mot de la fin, Webster. T'es sur ma tribune, beaucoup de franco-canadiens entre 18 et 34 ans, beaucoup d'amateurs de hip-hop, beaucoup de philosophes ou de futurs philosophes. Qu'est-ce que tu as envie de dire à l'internet présentement? D'abord, merci de l'invitation. Merci à toi d'être venu, man. Puis tout ce que je veux dire, c'est stay up. Tout ce que je veux dire, avancer, faites, évoluer, rise up et changeons notre société ensemble, changeons le monde ensemble. There you go. On va le faire. Merci infiniment. Merci à toi. Respect, man. À bientôt. Puis bonne chance dans tes aventures. Puis on fera ça. C'était great.